Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors donc nous allons commencer une série de vidéos qui vont nous permettre bien évidemment de mettre en application nos connaissances concernant le chapitre qui traite le muscle squelettique strié et la conversion de l'énergie. Alors comme j'ai toujours dit concernant mes vidéos dans les exercices, le but, bien évidemment, c'est de vous donner la possibilité d'améliorer vos compétences et d'avoir une méthode simple pour mieux répondre aux questions que vous aurez à traiter le jour de l'examen ou bien le jour des contrôles. Alors nous allons commencer, ou plutôt je vais vous lire l'énoncé du problème. Bien évidemment, je vous laisse le temps de le relire. Il faut essayer avant de voir la réponse. On soumet un muscle squelettique d'une grenouille à une série d'excitations efficaces. Les résultats obtenus sont représentés sur le document 1. Alors là, vous avez un document. Je vais rien vous dire. Tout simplement, il suffit de voir de quel genre de document il s'agit, lire pratiquement chaque détail et, bien évidemment, répondre exactement à la question proposée. Question. Que représente l'enregistrement à la phase A? Faire un schéma annoté de cet enregistrement. Pendant la phase B, on applique au muscle deux excitations efficaces, successives, séparées par une durée de 6 sur 100 secondes. Deuxièmement, faire un schéma de l'enregistrement qu'on obtiendrait en déterminant le phénomène mis en évidence. Troisième question, décrire l'enregistrement obtenu pendant la phase C en déterminant les deux phénomènes mis en évidence. Pour déterminer les sources d'énergie utilisées pendant un effort musculaire, on isole un muscle squelettique de grenouille et on l'introduit dans un milieu physiologique et on change la composition chimique du milieu d'une expérience à autre. Après l'excitation du muscle, les résultats sont représentés sur le document 2. Alors, je vous propose le document 2. Je ne vais pas dire davantage, seulement voir qu'il s'agit de 3 expériences, la première, la deuxième et la troisième. Notez bien évidemment les conditions expérimentales et les résultats. Alors, question numéro 4. Analyser les données du document 2 et conclure. Certaines mesures ont permis de calculer l'énergie totale libérée par une mole du glucose sous une température de 37 degrés Celsius. Sachant que le P1, l'un des deux phénomènes mis en évidence au document 2, libère 2 ATP et le second phénomène P2 libère 38 ATP. Notez qu'une mole d'ATP libère par hydrolyse 30 kJ,5. Le glucose emmagasine une énergie de 2840 kJ.
calculer le rendement énergétique des deux phénomènes et expliquer la différence observée. Alors, comme je vous ai dit, mes chers élèves, pour vous aider, vous allez bien évidemment reprendre une deuxième lecture, de souligner les données qui vont vous permettre de répondre à chaque question. Alors voilà, donc j'espère que vous avez essayé. Alors nous allons passer à la correction. Alors tout d'abord, comme je vous ai dit, il faut relire une deuxième fois l'énoncé du problème. Et la question était: que représente l'enregistrement de la phase A? Et faire un schéma annoté de cet enregistrement. Alors la question, il est simple et bien clair. Alors c'est bien, il est mentionné que la phase A correspond à une secousse musculaire. Alors S1, il correspond à une excitation. La graduation juste en bas correspond bien évidemment à autant. Donc chaque graduation est estimée à 1 sur 100 secondes. Alors, donc on peut facilement dire que la phase A représente tout simplement une secousse musculaire. On peut représenter cet enregistrement par un schéma qui est le suivant, que je vais légender et annoter, bien évidemment pour vous, comme c'est demandé. Alors donc, pour faire le schéma, tout simplement, il suffit de reprendre le même schéma et bien évidemment le légender de la même manière. Donc là, nous avons AB, BC et CD. Alors pour le A, on l'appelle l'artefact de stimulation, c'est-à-dire le moment de la stimulation. Alors AB, c'est le temps de latence. Et BC, c'est la phase de contraction. Et CD, c'est la phase de relâchement. Voilà ce qui est demandé tout simplement pour la première question. Alors voilà, donc pour la deuxième question, c'était de faire un schéma de l'enregistrement qu'on obtiendrait en déterminant le phénomène mis en évidence. Alors je vais vous montrer bien évidemment la question. Alors, pendant la phase B, on applique au muscle 2 excitations efficaces successives séparées par une durée de 6 sur 100. Alors la question était de faire un schéma de l'enregistrement qui correspond à la phase B. Alors, pour répondre à la question, l'enregistrement qu'on obtiendrait représente le phénomène de fusion partielle. On peut le représenter bien évidemment par le schéma suivant. Alors donc, là vous avez la première secousse musculaire avec sa première excitation, le temps d'excitation. Remarquez que la seconde excitation est survenue pendant la phase de contraction. Donc ce qui fait que la seconde secousse répond juste immédiatement après, mais l'amplitude est beaucoup plus grande comparée à la première. Donc c'est ce qu'on appelle une fusion partielle. Alors, pour la question numéro 3, alors il faut déterminer, ou plutôt décrire, l'enregistrement de la phase C. Donc il faut le décrire, de quoi il s'agit. Et bien évidemment, il faut par la suite déterminer
les deux phénomènes mis en évidence. Alors certainement, c'est un enregistrement que vous avez déjà vu dans votre cours. Alors il s'agit bien évidemment du phénomène du tétanos. Alors comment est obtenu un tel enregistrement? Tout simplement, pendant la phase C, comme vous pouvez le remarquer, on applique une série d'excitations. De telle façon que chaque excitation est appliquée pendant la phase de contraction de la précédente. D'où on obtient le tétanos parfait. Alors remarquez sur le schéma, le phénomène de l'excitation continue, mais on remarque que le muscle est relâche. Alors comment on peut expliquer un tel phénomène? On peut l'expliquer tout simplement par le fait de dire que le muscle se relâche, bien que les excitations continuent ou se poursuivent. On parle ici du phénomène de la fatigue musculaire. Donc voilà l'interprétation de l'enregistrement C et bien évidemment on a déduit les deux phénomènes. Donc comment on va écrire tout ça? Voilà. Alors donc comme je vous ai dit, voilà donc ce qu'il faut tout simplement mentionner concernant la question numéro 3. Donc description de l'enregistrement de la phase C. Pendant la phase C, on applique une série d'excitations de telle façon que chaque excitation est appliquée pendant la phase de la contraction précédente. Le muscle reste contracté et le phénomène obtenu est le tétanos parfait. Alors le muscle se relâche, bien que les excitations continuent. Le phénomène obtenu est la fatigue musculaire. Donc voilà la réponse concernant la question numéro 3. Alors concernant la question numéro 4, donc comme c'est déjà mentionné dans l'énoncé de l'exercice, on va réaliser 3 expériences. Alors remarquez dans la première expérience, donc un muscle plus un liquide physiologique qui est riche en glucose et de l'oxygène. On procède à des excitations efficaces du muscle. Alors les résultats obtenus, une réponse du muscle par secousse musculaire isolée avec la production du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors la question était de analyser les données du document 2 et de conclure. Alors donc je vais bien évidemment analyser expérience par expérience. Alors examinons la première expérience. Alors bien évidemment, le muscle il est placé dans un milieu favorable avec la présence du glucose et de l'oxygène. Alors quand on l'excite, bien évidemment, il va consommer de l'énergie. Cette consommation d'énergie, il est bien évidemment traduit par une réponse du muscle. Alors cette consommation de l'énergie qui est due à la dégradation du glucose dans un milieu aérobie en présence d'oxygène, alors certainement vous avez deviné, si on veut conclure, qu'il s'agit du phénomène de la respiration qui entraîne la libération des déchets comme le dioxyde de carbone et de l'eau. Alors donc voilà la réponse concernant l'expérience numéro 1. Alors voilà ce qu'il faut écrire concernant l'analyse du document 2 concernant l'expérience numéro 1. Le muscle est placé dans un milieu riche en glucose et d'oxygène. Quand on l'excite, il consomme de l'énergie qui est renouvelée par la dégradation du glucose en milieu aérobie, c'est-à-dire riche en oxygène. Il s'agit donc du phénomène de respiration
qui entraîne la libération du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc voilà en ce qui concerne l'expérience 1. Alors maintenant, examinons l'expérience 2. Alors comme vous pouvez le remarquer, selon les conditions expérimentales, le muscle plus le liquide physiologique, qui est bien évidemment riche en glucose et en oxygène, mais on a ajouté une substance inhibant l'hydrolyse d'ATP, c'est-à-dire qui bloque, qui arrête l'hydrolyse d'ATP. On applique par la suite des applications d'excitation qui sont efficaces. Alors le résultat, pas de contraction musculaire. Alors comment on peut interpréter de tels résultats? Par le fait, comme le muscle est placé dans les mêmes conditions de l'expérience précédente, c'est-à-dire présence du muscle plus le liquide physiologique qui est riche en glucose et d'oxygène, mais à la différence, c'est quand on a ajouté une substance qui bloque l'hydrolyse de l'ATP. Alors on peut tout simplement conclure, puisqu'il n'y a pas eu contraction de muscle, que l'ATP, l'hydrolyse de l'ATP, est nécessaire à la contraction musculaire, tout simplement. Alors voilà ce qu'il faut écrire. Donc concernant l'expérience 2, le muscle est placé dans les mêmes conditions de l'expérience précédente, mais en ajoutant une substance inhibant l'hydrolyse d'ATP, donc l'ATP est nécessaire à la contraction du muscle. Alors, concernant l'expérience numéro 3, alors comme vous pouvez voir, selon les conditions expérimentales, que le muscle plus le liquide physiologique qui est riche en glucose, mais cette fois-ci sans oxygène, application des excitations efficaces, le résultat, c'est qu'on assiste à une contraction du muscle pendant une courte durée avec l'accumulation de l'acide lactique. Alors certainement, vous avez deviné que dans cette expérience, le muscle a recours au processus ou à la voie fermentaire, c'est-à-dire la fermentation lactique, puisque on a remarqué l'accumulation de l'acide lactique, bien évidemment. Alors voilà, concernant l'expérience numéro 3, le muscle est placé dans un liquide physiologique sans oxygène. Après excitation, le muscle se contracte pendant une courte durée. Formation de l'acide lactique, donc le muscle a renouvelé son ATP par la fermentation. Alors, concernant la question numéro 5, alors donc le phénomène P1 du document 2 libère 2 ATP et le second P2 libère 38 ATP. Alors, ils vous ont donné qu'une mole d'ATP libère par hydrolyse 30 kJ,5, que le glucose emmagasine une énergie chimique contenue dans la molécule évaluée à 2840 kJ. Alors, calculer le rendement énergétique des deux phénomènes et expliquer la différence observée. Alors, comme vous l'avez certainement vu dans les questions précédentes, alors il s'agit bien de deux voies métaboliques, la respiration cellulaire et la fermentation lactique. Alors, bien évidemment, nous allons établir le rendement énergétique de la respiration cellulaire. Alors, ce sont tout simplement des calculs, donc je ne vais pas vous l'expliquer, mais je vais vous présenter ce que j'ai calculé. C'est très simple. Ce sont certainement des informations que vous avez déjà abordées en classe. Alors donc, vous allez suivre avec moi, c'est très simple. Donc, le rendement énergétique concernant la respiration cellulaire. Alors, bien évidemment, je sais que le glucose emmagasine une énergie chimique évaluée à 2840 kJ. Bien évidemment, sa dégradation a libéré 38 ATP. Alors, le rendement, déjà pour les 38 ATP, donc multiplié par 30,5 kJ, donc les 38 ATP vont emmagasiner une énergie évaluée à 1159 kJ. Alors, pour trouver le rendement pendant la respiration cellulaire, il suffit tout simplement de faire ce calcul très simple qui représente la règle de 3. 2840 correspond à 100%. Et bien évidemment, 1159 kJ correspond à X%. Alors, X égale, donc d'après le calcul, 40,8%.
Alors, pour la fermentation, de la même manière, sachant bien évidemment que la fermentation libère 2 ATP multiplié par 30,5 kJ, ce qui fait 61 kJ. Même procédure de calcul, on va trouver que X, le rendement de la fermentation est évalué à 2,1%. Alors bien évidemment, pour terminer, nous allons expliquer cette différence de rendement entre la respiration cellulaire et la fermentation. Bien évidemment, on remarque que le rendement est donc élevé pendant la respiration et est très faible pour la fermentation. Alors on explique cette différence. Alors la dégradation du glucose elle est totale par respiration et on a vu il en résulte du dioxyde de carbone et de l'eau comme déchets. Donc on peut déduire que toute l'énergie a été libérée de la molécule du glucose. Alors que par la fermentation, la dégradation du glucose est partielle, entraînant la formation de l'acide lactique qui est une molécule organique qui contient encore de l'énergie chimique contenue dans la molécule, ce qui explique le faible rendement de la voie fermentaire. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère que cet exercice va vous permettre, va vous aider, déjà comme je vous ai dit, à acquérir ou à développer vos compétences dans l'analyse scientifique, c'est très important. Et c'est très simple dans l'ensemble quand on essaie un petit peu d'exploiter les données d'une manière exacte et correcte. Alors, toujours, j'attends vos commentaires. Encouragez votre chaîne Fardari Channel. Bien sûr, je serai toujours avec vous. Alors, pour cette raison, portez-vous bien, bon courage, à bientôt et bonne soirée!